Bien, je suis confus de cette présentation extrêmement élaborée et déjà très incitative. Merci à Alexandre d'avoir su pointer les enjeux derrière les interrogations que je vais vous suggérer. Je crois que vous pouvez comprendre que je ne vais pas parler finalement de science-fiction. Ce dont je vais parler, c'est davantage des représentations, des fantasmes, de l'imaginaire qui se développent aujourd'hui sur la base de réalisations déjà tangibles. Ce petit robot, mais d'autres, je pourrais évoquer les robots androïdes que les Japonais développent aujourd'hui à des fins extrêmement précises. Vous avez évoqué effectivement le fait que ces robots devraient prendre en charge à terme les enfants, mais aussi les vieillards, une population qui vieillit et qui ne veut pas recourir à l'immigration, se voit contrainte, obligée d'investir massivement dans la réalisation de robots qui ont le pouvoir sidérant de simuler l'humanité et par conséquent de forcer la porte en quelque sorte de cette humanité pour composer l'humanité élargie que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous avez bien dans votre présentation souligné qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas de pure fiction, mais qui désignaient des évolutions probables de nos sociétés. Et je remercie Frédéric Leroy d'avoir déjà posé des questions qui sont effectivement tout à fait centrales concernant le statut du corps dans nos sociétés. Et j'aime beaucoup effectivement que vous évoquiez Michel Houellebecq, qui est très présent dans mon livre. Je n'en parlerai guère ce soir, mais donc il est très, très présent parce que je crois que le succès et la fascination que Houellebecq exerce sur ses très nombreux lecteurs tient au fait qu'en filigrane, nous prenons au sérieux l'idée que nous serions sur le point de relever l'espèce humaine, nous serions sur le point de contribuer à la promotion d'une autre espèce qui serait sans doute dispensée d'avoir un corps et qui manifesterait des performances cognitives augmentées, puisqu'on parle beaucoup de l'augmentation de l'homme augmenté. Voilà. Je voudrais maintenant rentrer dans mon propos. J'ai une question à laquelle répondre. Le post-humanisme veut-il en finir avec le corps? Et je voudrais commencer par deux remarques. Des remarques d'abord destinées à non seulement camper le décor, mais lever peut-être certains malentendus. Le titre donc de mon intervention évoque le post-humanisme. Alors qu'entendre exactement par ce terme qui risque évidemment de connoter très rapidement pour la plupart d'entre vous quelques élucubrations, celles de la science-fiction, celles du cinéma, celles éventuellement de la culture internaute, etc. Eh bien, je voudrais, et Frédéric Leroy m'a tendu la perche sur ce terrain-là, dire que, pour moi, on peut entendre assez précisément par post-humanisme les réflexions qui sont ouvertes par les perspectives technoscientifiques contemporaines, les perspectives étant celles-ci. Ce sont les perspectives qui relèvent évidemment des biotechnologies ou des nanosciences, mais ce sont aussi celles qui relèvent de la robotique et des technologies d'information et de communication. Je serai amené à convoquer ces disciplines, biotechnologie, nanosciences, robotique, technologie d'information et de communication. Eh bien, le post-humanisme, selon moi, j'ai un peu épluché la littérature, un petit peu enquêté auprès de ceux qui se réclament de cette obédience post-humaniste, le post-humanisme désigne l'interrogation sur l'homme que nous sommes en train de faire advenir, qu'on le veuille ou non. Interrogation sur l'homme que l'on prétend fabriquer grâce au clonage,
grâce à l'ectogénèse. L'ectogénèse, c'est l'utérus artificiel qu'on nous annonce pour dans une cinquantaine d'années. Donc, réflexion sur l'homme à venir, dont nous aurons la vertu de le fabriquer. L'homme sur lequel on s'interroge dans le post-humanisme, c'est aussi l'homme dont on annonce pouvoir augmenter les performances grâce aux technologies cognitives, grâce aux neurosciences, par exemple. Et enfin, l'homme sur lequel nous sommes invités à réfléchir du point de vue du post-humanisme, c'est l'homme qu'on envisage finalement de rendre immortel, vous l'évoquiez tout à l'heure, grâce à la maîtrise de l'invisible, du virtuel ou de ces techniques de téléchargement de la conscience sur des matériaux inaltérables, et j'y reviendrai, cette technique que l'on appelle uploading et qui est prise tout à fait au sérieux par, non pas seulement par un public qui serait mal informé, mais aussi par des scientifiques dûment reconnus dans la communauté scientifique. Alors, Frédéric Leroy l'évoquait tout à l'heure, le post-humanisme a fait son entrée dans les débats philosophiques à l'occasion d'une conférence donnée en 1999 par le philosophe autrichien Peter Sloterdijk, ou Sloterdijk selon la prononciation qu'on utilise. Ce philosophe se posait une question finalement simple, qui était la suivante. Comment les hommes vont-ils s'organiser dans un monde qui aura ou qui aurait atteint la maîtrise du vivant, une maîtrise du vivant telle que devraient cohabiter dans ce monde des êtres hybrides, purs produits de la technique, avec des humains. Comment les hommes pourront-ils s'organiser pour assurer ce vivre ensemble d'hommes produits d'artefacts et d'hommes comme vous et moi, purement nés, purement devenus et non pas fabriqués. Le livre qui a donné lieu à la conférence de Sloterdijk s'intitule « Les règles pour le parc humain ». Et ce livre a déchaîné presque immédiatement une polémique, une grande polémique dans laquelle est entré notamment le philosophe allemand Habermas. Cette polémique, si on l'observe d'un peu près, m'apparaît très inutile. Elle est pétrie de malentendus. Car, à lire correctement le texte de la conférence de Sloterdijk, on s'aperçoit que le post-humanisme qu'il envisage ne traduit pas du tout le cynisme que Habermas lui attribuait, et au contraire, ce post-humanisme reste attaché à la détermination des valeurs qui devront être mobilisées pour assurer ce vivre ensemble élargi aux non-humains. Donc, Sloterdijk est quelqu'un qui s'interroge sur les valeurs. Quelles valeurs va-t-on mobiliser si demain nous avons parmi nous des êtres qui sont nés de clonage? Parce que le clonage, bon, quoi qu'on fasse, ça interviendra. Il y aura des êtres clonés, presque immanquablement. Tout ce qui est techniquement possible sera réalisé, presque immanquablement. Donc, nous vivrons avec des clones. Que ferons-nous? Quelle attitude aurons-nous à l'égard de ces êtres qui ne seront évidemment pas comme nous? Habermas, qui a engagé la polémique contre Sloterdijk, lui est catégorique. On ne peut pas considérer un clone comme un être humain. Il n'a pas la plupart des attributs que nous reconnaissons aux êtres humains. Sloterdijk est beaucoup plus, intransigeant, et il considère que ces clones feront partie bel et bien de notre environnement humain. Et ils poseront des questions qui seront des questions axiologiques, c'est-à-dire relatives aux valeurs que nous pouvons mobiliser. Donc j'insiste beaucoup, le post-humanisme est un humanisme, mais comme vous l'avez effectivement dit, Alexandre, un humanisme qui consiste